c'est un livre de bande dessinée, ce sont des gags en une page. Arthur Levrard est nantais et il a travaillé à ce premier livre au sein de l'atelier Manu Manu dans l'espace Maison Fumetti. Et ce premier livre, c'est pour lui son galop d'essai, c'est-à-dire une manière de mettre en jeu, de mettre en forme tout son savoir-faire de dessinateur, de coloriste et surtout de dialoguiste, issu notamment de son expérience du théâtre d'impro. Il a, à travers un certain nombre de situations, essayé de décrypter ce qui fait le sel de notre société contemporaine, et notamment ce fameux brouhaha, c'est-à-dire le bruit ambiant, ce qu'on se dit, ce qu'on ne se dit pas surtout, ce qu'il faut comprendre entre les mots, ou pourquoi trop de mots envahissent l'espace plutôt que le silence. C'est plutôt très finement mené et très drôle, c'est un humour assez tranchant et en même temps toujours assez tendre avec ses personnages. À l'exemple d'une séquence, très souvent les pages sont découpées en gaufriers de 6 cases et on peut retrouver une itération iconique, c'est-à-dire la répétition exactement, quasiment, du même dessin de case en case et tout va se fonctionner dans les dialogues ou dans les silences. Un couple est allongé sur une plage en maillot de bain, ça s'intitule Bronzette. La femme dit « bon, bon, bon ». Et le garçon « ouais ». S'ensuit une case silencieuse, puis la femme « tu penses que c'est la plage qui est décevante ou c'est juste notre amour qui est en phase terminale ?» Case suivante, le garçon répond « c'est la plage sans aucun doute ». Puis un silence, puis la femme dit « il doit y avoir un souci avec notre appart alors ». Voilà le genre de choses qu'on trouve dans Brouhaha de Arthur Levrard. C'est son premier livre aux éditions Delcourt dans la collection Patakès et c'est fort prometteur de ce jeune auteur qui développe déjà un langage très personnel en bande dessinée. Voici une jolie somme d'un auteur déjà patrimonial et toujours bien vivant, Jacques Armand Cardon, qui est publié pour la 2e fois aux éditions Super Loto avec Ras-le-bol, un recueil de travaux de bande dessinée politiques qui ont été publiés dans les années 70, très précisément de 1970 à 1976, à la fois dans Politique Hebdo et dans l'Humanité Dimanche, avant que Cardon ne rejoigne les pages du Canard enchaîné assez rapidement à la fin des années 70. Ce sont des pages de bande dessinée qui rassemblent donc un certain nombre d'éléments de société et de politique avec ce trait tout à fait fin et délicat de Cardon, des hachures, quelque chose qui semble fait à l'encre ou au stylo et qui dit toute la violence d'une société qu'on pensait beaucoup plus libre et qui en fait est complètement liberticide puisqu'il décrypte et la société et la politique française mais aussi internationale à travers ces pages de bande dessinée qui sont ici pour la première fois rassemblées en livres. Les éditions Super Loto en association avec Les Requins Marteaux font un très très beau travail éditorial, un format à l'italienne avec un joli dos toilé. Et on a ici la substance des années 70 qui est décryptée sous la plume poétique et politique de Cardon, qui n'est pas sans rappeler l'un de ses contemporains, GB, qui œuvrait lui dans les pages d'Harakiri notamment et de Charlie Hebdo. Jacques Armand Cardon qui dit dans une citation en fin d'ouvrage que l'image est plus forte que le discours qui l'enferme. C'est un assez beau résumé de son travail en dessin et en bande dessinée. Ras-le-bol, titre presque paradoxal pour quelqu'un qui continue de travailler depuis sa campagne angevine. C'est un autre très beau format à l'italienne que ce Samedi de Christian Robert de Massy et Éric Pessan aux éditions Pataillot, qui signe là un très bel ouvrage de bande dessinée, cartonné, avec un nombre de pages conséquent, en couleur. Pourtant, l'ouvrage commence en noir et blanc et quelques niveaux de gris et se déploie au fur et à mesure par petites touches pour gagner en chromatisme et en couleur. Au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure de l'errance du personnage principal, eh bien, on gagne en profondeur, en épaisseur et peut-être en retour à la vie. On commence dans une séquence urbaine, dans un appartement, et c'est assez sombre, et c'est assez gris, et c'est assez désespéré. Et puis, au fur et à mesure, la vie reprend, la couleur arrive, et aussi quelques éléments naturels qui redonnent comme un nouveau souffle à une terre peut-être desséchée. C'est un peu l'état d'esprit du personnage principal de ce livre. Il est signé donc Christian Robert de Massy, qui a d'abord réalisé toutes les séquences dessinées, puis
le texte d'Éric Pessan est venu s'ajouter, ce qui donne une bande dessinée tout à fait étonnante avec une double narration. On peut la lire, comme il est conseillé à la fin de l'ouvrage, en ne lisant que les images. On peut lire aussi uniquement le texte. On peut évidemment, et avec profit, lire les deux ensemble pour une troisième voie possible de narration. C'est vraiment un ouvrage singulier de bande dessinée, par son format, par sa composition, mais ça reste intrinsèquement de la bande dessinée. Il y a des séquences, des mises en case et une évolution du personnage. C'est un propos très très psychanalytique, une descente dans les profondeurs de l'âme du personnage principal, en termes physiques et psychologiques, pas si loin finalement d'une épopée telle que l'a vécue Alice au Pays des Merveilles dans le conte de Lewis Carroll, avec cette angoisse supplémentaire et contemporaine de l'écocide en cours et de l'effondrement de civilisation. À la radio, la fille oiseau a entendu qu'il est possible de distinguer près de 5000 étoiles sans télescope. Cela paraît immense et ce n'est rien comparé à l'étendue de l'univers. L'œil est tellement limité. Comme le cœur qui ne sait jamais battre au bon moment, pense Alina en écoutant les paroles de la fille oiseau. Alina occupe ses mains en cuisinant. Elle n'arrive pas à fixer son attention sur quelque chose de précis. Dehors, au-dessus des toits, les étoiles sont allumées, les échos de la ville rebondissent de façade en façade. Alina pourrait les entendre si son cœur, justement, ne s'emballait pas si fort. Quelle idiote! Ça s'ouvre donc presque comme une histoire d'amour, mais très vite, tout cela va basculer et le personnage principal, Alina, va devoir aller chercher au plus profond d'elle-même pour résoudre un certain nombre de conflits issus de son passé. Si l'on pouvait lire le livre précédent sans le texte, nous sommes obligés de lire celui-ci sans texte puisqu'il n'y en a pas. Je pardonne à Alex, c'est un nouveau livre du couple Kerascoët aux éditions québécoises La Pastèque. Un livre muet, mais pas sans son, bien au contraire, puisque nous sommes dans une cour de récré. C'est un livre jeunesse de bande dessinée. Réellement de la bande dessinée, puisque même s'il n'y a pas de cases, il y a des séquences à l'intérieur de la page, avec ces très beaux dessins pleins d'aquarelles, qui permettent de comprendre certaines situations. Ce livre, c'est un peu comme la suite d'une première histoire que le couple avait dessinée, Je marche avec Vanessa, et qui sont comme des petits précis d'usage, de société, à l'intérieur des cours de récré. Dans Je pardonne à Alex, il est question ici d'un accident tout bête qui survient dans la cour. Un petit personnage qui montre les dessins qu'il a réalisés à ses camarades, voit ceux-ci abîmés par la brutalité d'un autre camarade qui, jouant trop prestement au ballon, explose les 10 dessins et les amène dans une flaque d'eau. C'est un petit drame, tout le monde se fâche après le petit footballeur. Et très vite, celui-ci va être mis au banc de la petite société scolaire pendant la durée d'une journée. Il s'agit donc ici de montrer par cette petite fable morale comment on peut accepter les erreurs des autres, comment on va essayer de se faire pardonner, comment on va s'excuser et comment on peut pardonner. C'est ainsi qu'on pardonne à Alex dans ce livre des Kerascoët qui fonctionne vraiment très très bien, sans aucun dialogue, sans aucun texte off, mais avec juste les séquences de bande dessinée qui permettent de comprendre les émotions et les intentions des petits personnages dans un dessin qui n'est pas sans rappeler lointainement et comme un cousinage évident certains dessins de Sampé ou encore plus récemment Alexis Dormal. Je pardonne à Alex, une nouvelle bande dessinée jeunesse du couple Kerascoët aux éditions La Pastèque. C'est un autre couple qui est à l'œuvre pour cette bande dessinée S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, aux éditions Stankis, et c'est signé Daphné et Julie Guyot. Toutes deux se rencontrent en 2013 lors d'une manifestation pour le droit aux homosexuels de se marier, d'adopter ou de procréer, et c'est la chronique évidemment de ces années de lutte, mais aussi surtout la chronique d'un amour. C'est un livre qui mélange en quelques 200 pages de bande dessinée en noir, blanc et gris, à la fois une dimension politique et sociale, fort bien documentée, avec énormément de références, et des pages qui reviennent sur ces éléments qui ont défrayé la chronique et qu'on a vu dans les médias. Les déchaînements de ces violences homophobes, les rassemblements de ces manifs pour tous, plus ridicules les unes que les autres, et c'est surtout le document
et la chronique d'une rencontre amoureuse et d'une intimité qui se déploie au fur et à mesure des années de lutte et au fur et à mesure que ces deux femmes se connaissent et se rencontrent. On alterne donc dans cette bande dessinée des moments collectifs, des moments de lutte, des moments de reprise de certains éléments des médias, des discours politiques, et puis des moments de pure contemplation et de pure joie amoureuse dans ces premiers instants d'un amour qui se déploie. Même si cette actualité relativement récente peut sembler assez fraîche, il est toujours intéressant, une dizaine d'années après, de se pencher encore et toujours sur les éléments qui se sont constitués à un endroit et les fonctionnements de société qui ont permis d'avancer dans un sens ou dans l'autre. C'est une division de société qui s'est cristallisée à cet endroit-là et qui a continué, hélas, à faire long feu, toujours une dizaine d'années après. S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, de Daphné et Julie Guyot, est en cela un ouvrage assez essentiel aux éditions Steinkies.